Bon, maintenant que du coup j'ai terminé enfin cette merveilleuse rétrospective de saison qui m'a pris à peu près 2 ans à faire, on va pouvoir revenir un petit peu sur les petits débriefs d'après-course, même si, encore une fois, c'est un peu tendu avec les calendriers qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Mais bon, là, vu que c'est la fin de saison, il y a moyen de faire un billet, si tu veux. Et ça, je pense qu'il y a plein de monde qui l'a compris. Donc, si tu veux, voilà, là, il y a moyen de faire un billet. Donc on essaye de revenir en force. Euh, c'est naturellement parfaitement rentable de faire ça en live plutôt qu'en vidéo. Alors, euh, je vais déjà commencer par essayer de faire un rappel un peu des événements parce que finalement, il y a tout s'est un petit peu passé au départ. Essentiellement, il y a eu beaucoup de choses. Déjà aux avant-postes avec, comme l'avait élégamment dit Coulthard pendant la couverture sur F1 TV, Lando a essayé de faire du Maximus, mais sans savoir en faire. Alors, prenant évidemment en compte que la première, et ce qui contribue un petit peu aux événements un peu de partout dans le peloton, le premier virage à Vegas est très proche. Donc, il faut y aller très tôt. Le freinage est naturellement peu de temps après le départ. En plus, la pole position, donc le côté propre de la piste, est à l'extérieur. Et si vous vous rappelez, en 2023, c'est ce qui vaut une pénalité à Verstappen lorsqu'il fout Leclerc dehors au départ. Je pense qu'il y avait à la fois Norris qui s'est rendu compte qu'il n'a pas eu un aussi bon envol que Verstappen et très certainement qu'ils avaient un petit peu étudié au préalable que du côté gauche, ça allait tenter de faire le forcing peut-être comme il l'avait fait avec Leclerc à l'époque. Donc peut-être qu'il y a eu ce besoin plus ou moins improvisé, peut-être que c'était prémédité de vouloir bloquer et puis au final, bon, j'ai envie de dire, let them se foutre sur la gueule, même si là, voilà, hein, t'as compris. Mais bon, naturellement, comme on l'a vu déjà pendant les courses de F1 Academy et un peu partout pendant la course, les trajectoires et déjà la piste était complètement neuve. Il avait plus la veille, c'était pas grippé du tout et ça c'est pareil tous les ans à Vegas. Et en plus, donc naturellement, si tu te mets du côté entre guillemets sale, et qu'en plus tu freines trop tard, voilà, y a pas de miracle. Il y a eu un petit peu deux, trois autres trucs à droite à gauche. Donc il y a eu Liam Lawson aussi qui s'est un petit peu fait surprendre et qui allait percuter Piastri au départ un petit peu là plus dans la veine de ce que Verstappen avait fait, mais peut-être moins volontairement. Lawson a dit qu'il voulait juste prendre un départ propre et il s'est fait surprendre. Il cherchait pas spécialement à attaquer, il voulait surtout défendre sa position parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'intérêt à aller chercher Piastri dans la Racing Bulls. Il avait fait une bonne qualif. Donc tout ça, ça a provoqué un peu une réaction en chaîne derrière avec Alonso qui lui, en voulant éviter un petit peu le chaos, est allé percuter Leclerc. Ensuite, derrière, bon là c'est Gabriel Bortoleto qui nous a fait la plus belle imitation de l'idole du pays. Hein. If you no longer go for a gap, et voilà. Il est allé pour le gap. Et comme pour son idole, il n'y avait pas de gap, donc ça a mal fini. Vas-y, je rigole. Peu d'humour. Du coup, voilà, bon, Bortoleto qui naturellement va se ramasser 5 places pour le Qatar ce week-end. Donc pour une fois, Stroll qui faisait un week-end pas trop dégueulasse, voilà, la course est terminée au premier virage. Ensuite, derrière, on a eu Albon qui lui est allé percuter Colapinto. Donc pour une fois, Colapintage pour l'Argentin, c'est pas lui qui s'est fait Colapinted. Euh, et Albon qui justement a fait beaucoup de colapintage ce week-end, puisqu'on rappelle que l'année dernière, c'est là où il y a eu le fameux crash de Franco qui a un petit peu refroidi beaucoup d'ardeur. Ce week-end, c'est Albon qui les a toutes fait, que ce soit en Q1 et ensuite en course, donc en percutant Colapinto, et puis un petit peu plus tard en percutant Hamilton en pleine ligne droite. Là, c'est un week-end assez désastreux, j'ose dire peut-être même une fin de saison très compliquée pour Albono. Et puis ensuite, c'était assez linéaire, mais bon, ça c'est... je pense pas que le circuit propose grand-chose d'autre avec toujours beaucoup de perturbations aérodynamiques. Avec autant de lignes droites et de virages rapides, c'est normal. George Boy Russell qui a été victime, lui, de problèmes de direction assistée. C'est pas la première fois cette saison, ça lui est arrivé en plus pendant le week-end.
Bon, on rappelle que lui, Ayrton Senna, il aurait jamais eu ce problème-là. Parce qu'il n'y avait pas de direction assistée. Bah, si, on va croire, j'ai quelque chose contre Senna, mais ça me fait tellement marrer d'attaquer les communautés de fans les plus sensibles, là, parce que je pourrais me foutre de la gueule de Prost, mais tout le monde s'en fout de lui, donc tu vois. Ah, je suis méchant, j'exagère. Pour revenir aux choses sérieuses, naturellement, ce qui est difficile avec ces voitures, c'est qu'elles sont impilotables sans direction assistée, parce que les voitures sont juste beaucoup trop lourdes. Les charges en virage rendent la voiture encore plus difficile. Donc, ils ont besoin de direction assistée et de régler la direction assistée de sorte à ce qu'ils aient autant de ressenti que possible. Et le truc, c'est que bah, quand tu commences à en perdre ou que la sensibilité change, eh ben, tu peux plus piloter de la même manière. Et naturellement, ça a rendu la course de Russell assez difficile, même s'il a tenté de revenir sur Verstappen pour profiter d'un arrêt au stand plus prématuré. En faisant ça, il a un petit peu détruit ses pneumatiques. La voiture de sécurité virtuelle qui est intervenue assez rapidement du coup suite à la collision entre Albon et Hamilton, qui a permis du coup à Antonelli de s'arrêter au stand assez tôt et de faire peut-être bah, la meilleure stratégie de course, assez surprenamment parce que le rythme de course d'Antonelli était très très bon. Et comme on l'a vu, bah, c'était assez difficile de dépasser quand on a un rythme à peu près similaire. Donc peut-être que de profiter de cette VSC, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, mais bon, personne n'avait vraiment de données sur les pneus durs. Ce week-end, je crois que de mémoire, il y avait que Alonso et Hülkenberg qui les avaient tentés en essai libre. Et enfin sur les longs relais en tout cas. Et là, c'est de mémoire parce que j'ai rien noté de ce côté-là, mais je sais que tout le monde roulait essentiellement en pneus tendres ou pneus médiums. Mais en tout cas, c'était la grosse inconnue, les pneus durs pour la course. Donc, on peut comprendre naturellement que il y avait plus à parier pour Antonelli qui partait du fond de grille que pour les pilotes aux avant-postes. Et puis ensuite, bah, il y avait plus grand-chose à faire. Norris, qui revenait très fortement. Euh, Ce qui était assez surprenant parce que bah, dans un premier temps, ça fait vraiment un bon moment que McLaren rappelle un peu leur inquiétude à Vegas, qui a toujours été un tracé qui leur convient pas. Et bah là, finalement, s'en sortir avec une deuxième et une quatrième place, c'était une assez bonne surprise. Mais il y a un plot twist. Il y a un plot twist. On le verra après, mais je te préviens, il y a un plot twist si t'as rien suivi. Mais ouais, enfin, c'était l'assez bonne surprise. On se disait qu'ils avaient peut-être trouvé une solution. Dans le peloton, bah, Leclerc a rappelé que Ferrari fonctionnait toujours très bien sur ce type de tracé avec peu de grip, beaucoup de vitesse de pointe. Mais voilà, les qualifications sous la pluie étaient difficiles. Et après, il n'y a plus grand-chose à dire sur le déroulement de la course. Sur Antonelli, qui avait sa pénalité, elle se voit pas. Elle se voit pas à l'image, ou alors faut vraiment. J'admets que j'aurais été incapable de la voir, mais si j'en comprends, Julian Palmer lors de la diffusion F1 TV disait que ça vient du fait que la piste est un petit peu en dénivelé et que Antonelli s'est fait surprendre en n'appuyant pas sur le frein, sur la grille de départ, et du coup que la voiture a un petit peu roulé et que c'est ça qui a provoqué la détection automatique. Et voilà, ce serait, encore une fois, selon Monsieur Palmer, une petite erreur de rookie. Et c'est quelque chose d'assez fréquent à faire sur ces types de pistes un petit peu qui ne sont pas plates, comme on peut l'avoir, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Suzuka, je crois qu'au fond de la grille, c'est un petit peu en... Bah oui, à Suzuka, le dernier virage est en descente. Donc, quand tu es au fond de la grille, ben, tu vas avoir la voiture qui roule un petit peu, donc tu es obligé d'avoir le pied sur le frein. Alors, pilote par pilote, assez peu finalement aux avant-postes pour Maximus, parce que c'était très difficile sous la pluie pour les Red Bull. On l'a vu parce qu'elles étaient très performantes lors des essais libres, pardon. Et ça, on arrive à le savoir simplement parce que Tsunoda était très performant. Donc, on se disait, mince, ça va être un week-end très solide pour Red Bull. Ils vont marquer des points importants pour consolider la quatrième place au championnat constructeur. Et finalement, non, parce que Yuki était complètement paumé sous la pluie.
Et en course, Maximus a parfaitement géré son rythme. Aux avant-postes, il était dans un autre monde. Et finalement, pour parler de Tsunoda, je disais que c'était la grosse catastrophe en qualification. Il y a naturellement cet aspect où il était moins à l'aise. Apparemment, les pressions de pneus étaient très mal réglées, donc ce qui expliquerait en grande partie pourquoi il était aussi lent. Mais le fait est qu'il n'a jamais réussi à s'en remettre. Et le problème de Tsunoda, c'est un problème assez récurrent. Donc, encore une fois, mon but, c'est d'essayer de comprendre au cas par cas, course par course, mais je peux pas m'empêcher aussi de relever un petit peu les tendances générales. Donc là, ce week-end-là, comme je dis, il y avait un bon rythme en essai libre. Les qualifications ont été compliquées à cause d'un problème un peu hors de son contrôle. En course, il a tenté aussi de s'arrêter plus tôt, mais ça n'a pas marché. Il a tenté de profiter de la voiture de sécurité virtuelle. Et il a jamais réussi à remonter. Donc le truc, c'est que on pourrait dire ça a bien commencé, mais ça se termine mal. Mais c'est toujours comme ça avec Tsunoda depuis très longtemps. Enfin, surtout depuis Spa, on voit qu'il commence à retrouver de la confiance lorsqu'il enchaîne les tours tout seul, tout ça. Mais en configuration de course, c'est toujours plus délicat. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer entre guillemets. Donc de ce côté-là, on peut pas. Je pense pas avoir beaucoup de choses positives. Et il s'enferme un petit peu dans cette spirale. Et il s'enferme un petit peu dans cette spirale, un petit peu à pas se blâmer. Enfin, il s'enferme un petit peu dans une spirale où on le sent vraiment moralement assez. Enfin voilà, il tombe en ruine et après c'est quelque chose de très courant chez Red Bull apparemment. Enfin en tout cas pour un pilote sur deux en général. Donc c'est un schéma qui se répète assez méchamment. Chez McLaren, oui, je vais faire une petite digression d'abord pour essayer de rationaliser la disqualification parce que c'est vrai que peut-être tout le monde n'a pas suivi. T'as pas suivi, toi? Bon, voilà, heureusement que je suis là. Donc, on rappelle les F1 depuis... et encore une fois, je le ramène sur le tapis, mais c'est à cause de Senna, tout ça. Depuis 1994, parce que, ça y est, Williams n'a pas été fichu de fournir une colonne de direction fiable à Ayrton. Les Formule 1 ont une planque en bois enfin c'est pas du bois à bois, mais on dit que c'est du bois, c'est une résine spéciale avec un nom chiant d'une matière que je sais pas prononcer ou je me rappelle pas. Et en la mettant en dessous, on arrive à déterminer l'usure de la planche. Pourquoi c'est important de déterminer cette usure? Parce que les Formule 1, leur but, c'est d'être réglés le plus près du sol possible afin d'optimiser la vitesse de pointe et l'appui en virage, tout ça. Et naturellement, on avait mis ça parce que en 94, on essayait de réduire les vitesses de pointe et c'est un petit peu un héritage de ça pour essayer de limiter les risques un peu inutiles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Vegas, naturellement, avec toutes ces longues lignes droites, on veut la voiture la plus basse possible, comme à Monza. Le truc, c'est que Vegas, c'est très bosselé, pas comme à Monza. Ce qui veut dire que il faut prendre en compte cela. Et que plus tu vas mettre ta voiture près du sol, et on l'a vu pendant la course, c'était assez catastrophique les McLaren, mais elles explosaient plus d'une fois. J'ai cru que il y avait vraiment des dégâts sérieux sur les McLaren quand on les voyait. Pourquoi? Donc, comme je l'ai dit, McLaren a très mal prévu le coup pour la course, contrairement à ses rivaux. Alors effectivement, il y aurait des circonstances de dégâts pour Piastri, qui, comme je le disais au départ, s'est fait toucher par Lawson. Norris, qui au départ a un petit peu touché l'intérieur d'un vibreur, ce qui aurait un peu endommagé la suspension lorsqu'il a coupé la trajectoire à Verstappen au départ. Mais en plus de cela, faut prendre en compte que Vegas, il y a aussi des températures très basses. Je crois on était à 17-18 de température de piste ce week-end, ce qui est très froid pour un asphalte. C'est pas la température ambiante, c'est l'asphalte. Ce qui veut dire température froide, les pneus mettent beaucoup plus longtemps à monter en température. Et les pressions de pneus, la pression de pneus recherchée met beaucoup plus longtemps
à arriver. Donc, c'est-à-dire, faut bien mettre les pneus en température, tout ça. Et quand les pneus sont froids, la voiture s'affaisse, logiquement. Donc, c'est-à-dire que la voiture est encore plus basse. Et comme je le disais, Vegas étant un tracé qui a donné vraiment des cauchemars à McLaren ces 2 dernières années, et on les sentait très anxieux après leur week-end dominant en Amérique du Sud. Enfin, on avait le Brésil et le Mexique, deux très beaux week-ends McLaren, enfin deux très beaux week-ends pour une des deux McLaren, et ils redoutaient constamment Vegas. Et ils ont adopté des aveux de Stella, une hauteur de caisse plus agressive, donc beaucoup plus basse. Donc naturellement, ça, c'était pas bon du tout. Et c'était en plus une des explications pour lesquelles on les voyait autant en avant par rapport à ce qui était attendu, et aussi ce qui explique en partie pourquoi les McLaren étaient assez fortes en qualification. Glando a fait un super boulot pour aller chercher la pole position. Il a fait un super tour de qualif. Il a juste raté, je crois que c'est le virage 14, celui où tout le monde partait tout droit parce que le point de freinage était impossible. Et à part cette grosse erreur qui lui a coûté une bonne demi-seconde de mémoire, il a fait un excellent tour. Et pour dire, quand tu perds une demi-seconde en qualification et que tu fais quand même la pole, c'est quand même que ça marche bien. Piastri aussi était dans une assez bonne forme sur la piste. Enfin, en qualification, c'est juste que il a été dans une mauvaise séquence parce que lui il s'est ramassé un drapeau jaune à cause de Hadjar dans son dernier tour, mais il était pas mal. Donc ça a été compliqué. Je pense que pour Piastri, je vais pas ajouter grand-chose parce que lui, sa course, c'était globalement essayer de rester derrière Antonelli. Et, euh, et là, j'admets que c'est peut-être ce qui est un peu inquiétant, c'est que vraiment, il était très important qu'il le passe, autant pour le championnat, à ce moment-là du moins, que pour peut-être la confiance. Là, je pense que continuer à enchaîner les courses, on reste un peu bloqué dans le peloton, c'est pas idéal pour lui. Et pour Glando, c'était un très très bon week-end, encore une fois, mais c'est juste cette petite erreur au départ qui fait tâche sur le CV. Mais quand on regarde les choses avec un regard objectif, dans la situation où il est au championnat, franchement, terminer deuxième, et il pouvait très bien s'en contenter. Maintenant, c'est vrai que dans le titre, j'ai mis un truc du genre Piastri est de retour dans la lutte. Eh ben oui, les amis, parce que tout le monde dit ça y est, Verstappen est de retour, il est à seulement 24 points, il reste 2 manches avant la fin du championnat. Piastri aussi, hein, grâce à l'avance perdue de Norris, hein, puisqu'il marquait à peu près il marquait 6 points de plus de mémoire, ou 6 ou 7, j'ai la flemme de faire les calculs de tête. Du coup, l'écart revient aussi à 24. Donc, mathématiquement, Piastri a autant de chances que Verstappen de gagner le titre. Alors, naturellement, les deux ne sont pas du tout dans la même dynamique. Red Bull est en train de revenir en très grande forme. Verstappen est dans une forme olympique, et Piastri est dans une forme beaucoup plus délicate. Il est plus du tout en confiance depuis une bonne partie de la saison. Maintenant, le Qatar a toujours été un des circuits où il était le plus à l'aise. À voir s'il arrive peut-être à bousculer la tendance. Moi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup parce que j'aime toujours un petit peu cette idée d'avoir le challenger inattendu qui revient. Le challenger de la saison, enfin, le challenger de la fin de saison, c'est pas Verstappen, c'est Piastri, les gars. Non, je plaisante à moitié parce que bien sûr, Verstappen sort de nulle part. Piastri a dégringolé de la tête du championnat. Mais quand on reprend l'exemple de 2010, avec Vettel qui revenait en forme pour aller chercher le titre, alors certes, il était dans une forme de malade, mais personne y croyait vraiment, alors que là, j'ai l'impression que beaucoup de gens prennent le titre de Verstappen pour acquis. J'ai envie de dire, si vous voulez parier sur la personne, enfin, sur le plus gros challenger, mais mettez vos pièces sur Piastri parce que s'il gagne le titre, personne l'aura vu venir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, pour enchaîner rapidement, les Mercedes, qui sauvent finalement pas trop mal la mise.
puisque George Russell, bah du coup, Russell et Antonelli font deuxième et troisième. Les deux avaient un très bon week-end, encore une fois, tout au long du week-end. C'est juste qu'Antonelli, il a eu beaucoup de mal sous la pluie en qualification. Et du coup, ça s'est traduit avec une élimination dès la Q1. Mais finalement, s'en tirer avec son troisième podium en Formule 1, bien qu'acquis sur tapis vert ou sur tapis rouge, puisqu'on est à Vegas, c'est pas mal. Et il était, enfin, là, il est sur une fin de saison exceptionnelle, Antonelli, entre le Mexique et Brésil. Il était vraiment sur 2 week-ends où il était sur la même dynamique que Russell, voire même un petit peu au-dessus. Et là, à Vegas, pareil, hein, un très très bon week-end, si ce n'est gâché par cette qualification. Et Russell, un week-end rendu difficile par ses problèmes de direction assistée, mais voilà, rien de bien plus à ajouter, si ce n'est que si l'an prochain Mercedes arrive à être compétitif, j'ai très hâte de voir cette deuxième saison d'Antonelli face à Russell, parce que on lui a beaucoup tapé dessus lors de la mi-saison à Antonelli lorsque Mercedes se cassait la gueule avec leur nouvelle suspension. Là, je trouve qu'il revient très très bien. Et il gagne de plus en plus de confiance, donc ça peut être un duo très intéressant. Est-ce que vous voulez parler des choses qui fâchent? Parce que je vois qu'il y a deux, trois pseudo-Ferrari dans le chat. Ils ont essayé, non mais ils sont venus. J'adore l'eau. Dans 3 jours, il n'y en aura plus. Il y a une coupure dans ma rue. Hamilton, il est passé, donc c'est cool. Mais de toute façon, il y a eu une erreur, effectivement, de timing en qualification, mais dans tous les cas, il n'était pas dans le coup sous la pluie. Leclerc qui a aussi eu beaucoup de mal, beaucoup de sorties de piste. Oui, pardon, j'ai oublié la course de Hamilton, très très plate. Il a tenté un undercut, ce qui n'a pas vraiment marché. Et il a passé sa course derrière Hülkenberg. Hülkenberg qui devient un petit peu un challenger inattendu pour Lewis Hamilton cette année, parce qu'il y a eu quelques grands prix cette année. Le plus marquant c'était l'Espagne, mais il y a eu quelques grands prix où vraiment il y a eu des duels Hamilton-Hülkenberg qui sont 2 des 3 ancêtres du plateau avec Alonso. Donc vraiment, si en début de saison on avait dit que certains des plus grands duels d'Hamilton cette année seraient avec Hülkenberg, voilà, pas beaucoup l'auraient pensé. Leclerc, bien meilleur que Lewis sous la pluie. Des dégâts au départ suite à son contact avec Alonso et la course incroyablement agressive. C'était très très plaisant de voir ça. Finalement, il récupère la 4e place grâce à la disqualification de Piastri, mais on n'était pas loin du tout de le passer en piste. Ça s'est joué à pas grand-chose à la sortie des stands. Ils étaient l'un à la suite de l'autre. Cacahuète, oui, dis bonjour. Il a une tendance. Est-ce que j'ai sorti la... Je sais plus. Enfin, il y a 2-3 vidéos où il se pointe en plein temps. Non, elle n'est pas sortie. Il y aura une vidéo sur Raikkonen. Allez, je le lâche comme ça, où il se pointe dedans. Et il m'a empêché de tourner comme pas possible. Voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est un chat très pénible et la course de Leclerc était... franchement, c'est lui qui a dynamisé le début de course et c'était très plaisant à voir. Parmi les choses plaisantes à voir, Carlos Sainz qui revient, qui a enfin, j'ose dire, trouvé la confiance et la chance. Parce qu'il y avait vraiment 2 choses cette année, c'est que Carlos Sainz, sur la première moitié de saison, il était en manque de confiance, ça se sentait surtout en rythme de course, on avait beaucoup d'erreurs un peu inutiles, mais aussi il y avait le facteur chance, tu vois, il y avait toujours un truc qui jouait un peu contre lui dans ses comparaisons avec Albon notamment. Là, on voit, je reprends les duels qualif, 12 à son avantage contre 9. En course, c'est 11 contre 4, ça fait mal sur le papier, mais je rappelle que je prends pas en compte les week-ends comme ça, où par exemple, Albon a abandonné. Bon, je fais pas la comparaison parce que j'estime que quand il y a un abandon, je compte pas. Sauf si un des abandons est de manière
pure et objective de la faute d'un des pilotes. Ce qui, dans le cas d'Albon, était pas totalement de sa faute. Bah, je vais parler un petit peu de lui. Bah, il y a naturellement les 2 erreurs, enfin 3 erreurs. En qualification, il est le seul à se mettre dehors, enfin taper le mur en qualification. Dans ces conditions, t'as pas envie de blâmer le pilote parce que c'est vraiment, je pense, et ça fait plaisir de voir qu'il y a eu beaucoup de monde qui a souligné la performance des pilotes de ce week-end, enfin en qualification, parce que les conditions sont vraiment atroces. C'est parmi les pires qu'on puisse imaginer pour des pilotes. Beaucoup de pluie, certes. Les pilotes, ils aiment la pluie, ça les challenge. Mais c'est surtout le fait qu'on était sur une piste qui s'asséchait, mais où il n'y avait pas de grip. Et avec des murs aussi proches, n'avoir eu qu'un seul crash. Enfin, il y a eu Berman qui s'est mis dans le mur, mais il a pu s'en ressortir. Mais voilà, c'était. J'ai pas trop envie de le blâmer pour ça. Mais il y a eu la touchette avec Colapinto au départ, et il y a eu celle avec Hamilton, donc ça fait beaucoup de boulettes, mais il était victime aussi de problèmes radio, donc c'est la raison de son abandon. Il a dit oui, bon, bah, si en plus de ça j'ai pas de radio, autant abandonner tout de suite, parce que il savait pas sa position en piste, sa stratégie, à quel moment il allait devoir laisser passer des drapeaux bleus, tout ça. Et Sainz, bah, sublime qualification pour se placer 3e. Encore une fois, je crois que c'est son 2e. Enfin oui, en Azerbaïdjan, il avait fait la première ligne. Et la course était solide. Peut-être qu'on aurait pu terminer devant Leclerc ou Piastri avec une bonne stratégie en profitant du train de DRS d'Antonelli. Mais chez Williams, leur objectif était derrière. Ils voulaient surtout sécuriser les points face à Hadjar, Hülkenberg, tout ça. Donc le boulot a été fait de ce côté-là. Et ben, Hadjar, tiens, justement, pas content par les drapeaux jaunes en qualification. Il s'est ramassé Piastri dans son meilleur tour en Q3. Donc c'était une opportunité perdue pour avoir une meilleure position sur la grille. Mais bon, il termine 8e, enfin 6e avec les 2 McLaren d'éliminés. Ce qui est un week-end très solide pour les 2 voitures, hein, donc avec Lawson qui s'est qualifié 6e. Lui, sa course gâchée par cette erreur au départ. Ce qui est très dommage parce que là, il y aurait eu des très gros points de marqué. Ils sont très optimistes chez Racing Bulls pour le week-end Qatar. Donc ça va être à suivre. Mais en tout cas, j'espère un week-end propre pour les deux. Bon, plus pour Lawson que pour Hadjar, pour être honnête, parce que Hadjar, bon, sa position, elle est assez claire. Hein, c'est un des favoris d'Helmut Marko. Laurent Mekies le connaît bien, donc déjà, s'il veut le jeter pour Red Bull, il est dans de très bonnes dispositions. Et sa position pour l'an prochain a été confirmée, pas officiellement, mais elle a été confirmée à demi-mot. Liam Lawson est dans une position plus délicate, même si ça se joue entre Arvid Lindblad et lui pour la 4e place, entre guillemets. Il est sur une bonne dynamique, Lawson, depuis la 2e partie de saison. On rappelle qu'il a eu quand même un début d'année délicat. Mais il enchaîne, on va dire, les petites poisses et les petites erreurs inutiles. Donc ça joue un peu contre lui. Et là, ce week-end, bah, c'était une opportunité de faire des gros points, justement, et ça a été un peu raté. J'ai parlé du coup de Hülkenberg, bah, rapidement, très bonne qualification, très bonne exécution en course. Il a fait une petite erreur si en Q3 enfin en Q2 pardon, qui lui a coûté la place en Q3. Bon, voilà, finalement c'est pas si dramatique parce qu'il était 11e sur la grille, donc ça reste correct. C'était plus délicat pour Gabi Bortoleto. D'ailleurs, effectivement, Bortoleto l'a souligné, c'était la première qualif sous la pluie de l'année. Ça m'a un peu choqué parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de courses sous la pluie. Mais du coup, c'était un peu la découverte pour les rookies, pour pas mal de monde. Donc les Antonelli, Berman, Borto, tout ça. Donc très mauvaise qualification et une grosse erreur en course. Voilà, pas grand chose à ajouter malheureusement et ça enchaîne 2 week-ends catastrophiques parce que il y a eu aussi ce terrible crash au Brésil, encore une fois où il s'en sort très bien mais qui était de sa grosse responsabilité.
Chez As, du coup, ils s'en sortent avec les 2 voitures dans les points grâce aux éliminations des McLaren. Dans ce cas-là, bon, ça a été une exécution assez décevante. As reviennent en très grande forme depuis la deuxième partie de saison avec des améliorations qui fonctionnent énormément, surtout depuis Austin. Mais là, c'est un week-end plus difficile et de toute façon, le prochain week-end au Qatar sera difficile apparemment aussi, hein, parce que c'est pas du tout le type de circuit qui leur convienne avec beaucoup de virages rapides. Euh, la voiture manque de stabilité, surtout au freinage, et c'est des points très délicats. Ocon faisait une bonne qualification, mais ça a été plus difficile en Q2. Et du coup, bon, la course était finalement assez médiocre, entre guillemets, par rapport aux attentes qu'on peut avoir par rapport aux dernières courses, mais qui est relativement correct, considérant qu'il venait avec beaucoup d'appréhension à Vegas. Berman, il casse un petit peu une excellente série, mais encore une fois, c'est un week-end un petit peu d'exploration pour lui, avec son erreur en Q1, où il a la chance de pouvoir revenir en piste, où il fait un aquaplaning. Enfin, c'est une erreur, mais encore une fois, j'appelle ça une erreur, mais pour moi, c'est... Voilà, il part en aquaplaning. À un moment, Hamilton, Alonso peuvent partir en aquaplaning. Donc, c'est voilà, un petit enfant qui part en aquaplaning comme ça. Même tu le vois dans la caméra embarquée, il a la voiture qui part. Il a même le temps de faire comme ça avec ses mains, dire attends, mais qu'est-ce que je dois faire, tu vois? Il voit la voiture qui va au ralenti dans le mur. Bon, il a pu partir juste derrière Ocon au départ et ramener du coup la voiture en 12e, puis remonter en 10e place, ce qui va être 3 points très importants. On a une lutte très intense au championnat constructeur. Il nous reste encore les Aston Martin. Les Aston, c'est vraiment une dynamique bizarre. Ils sont en grande difficulté sur les rythmes de course. La pluie semblait presque sauver leur week-end avec Alonso qualifié 7e. Stroll qui était aussi dans un très très bon, dans une très bonne dynamique. Seul truc, on a fait un truc que j'ai pas compris, c'est qu'on a passé Stroll en intermédiaire en Q2. C'était totalement con. Mais attention, je dis c'était totalement con, non pas en tant que fan canapé qui a vu les résultats, c'est au moment où ils l'ont fait, je n'ai sincèrement pas compris la logique, parce que on savait que les températures de piste étaient très froides, que il fallait enchaîner les tours pour mettre les pneus en température. Même si les intermédiaires étaient le meilleur pneu, le temps de les mettre en température, ils étaient toujours pas au rythme des pneus pluie. Donc c'est pour ça que c'était du gâchis. Ou alors il aurait fallu le mettre en intermédiaire dès le début de la Q2. Et c'était un pari qui était pas très pertinent. Encore une fois, je pense parce que Alonso passe en Q3, je pense que Stroll serait passé en Q3 sans trop de difficultés aussi. Dans tous les cas, bon, Stroll, il se fait éliminer au départ par Bortoleto. Alonso, euh, il a ce contact avec Leclerc au départ. Et puis, en rythme de course sur le sec, voilà, ils sont assez fatalistes. Et en parlant de fatalité, on va conclure avec les Alpines, ou les Alpine, comme on dit dans le milieu. Parce que, outre le fait que il n'y a pas de performance, euh, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de vitesse de pointe, il n'y a pas de grip, il y a pas grand-chose. Et il y a aussi le fait que le moteur, enfin la puissance moteur est pas au rendez-vous. Et en plus de ça, du coup, Gasly se fait percuter au départ par Albon, enfin avec. Non, j'ai dit que c'est collab. Je me rappelle plus. Je sais plus. En plus, il y a Cacahuète qui m'a lâché une ogive nucléaire dans les chiottes, je les sens d'ici. Bref, dans les deux cas, les Alpines ont été victimes de dégâts dès le départ. Donc voilà, y a pas grand-chose à ajouter. Et on va terminer le pilote par pilote là-dessus. Je pense qu'on a fait un tour global. Rapidement, avant de conclure, le Qatar, il y a, comment dire, cette appréhension
si je puis dire. Moi, j'aime pas trop ça, le fait qu'on a de nouveau ce 2 arrêts obligatoires et la limite de 25 tours maximum qu'on avait eu l'an dernier, je crois, ou c'était en 2023. Les saisons sont tellement longues, je me rappelle pas, mais on a déjà eu ça. Bah, et l'odeur est horrible. Donc, il y a un moment, faut prévoir le coup. Faut prévoir le coup en avance. Alors, c'est bien que, entre guillemets, ils sentent que ça va puer. Du coup, ils disent aux équipes d'avance, faudra faire comme ça. Mais on ne devrait jamais en arriver là, en fait. Euh, je suis désolé, je suis peut-être trop old school, mais pour moi, des pneus de Formule 1 doivent être capables de faire un Grand Prix entier. Euh, Ça a toujours été le cas jusqu'à 2005. Mais bon, j'ai déjà fait une rétro sur le problème de Pirelli. Parce qu'en 2005, c'était la première année où on interdisait les changements pneumatiques. Et les pneus tenaient pas parce qu'ils étaient plus conçus pour tenir toute une course. Ils étaient conçus pour être optimisés sur des relais courts. En plus, c'était les pneus rainurés, donc leur usure était encore plus excessive. Mais voilà, pour moi, des pneus ne doivent pas être le moteur de divertissement de la Formule 1. S'il faut faire 0 arrêt, on fera 0 arrêt. Et si jamais une équipe se dit que faire un arrêt, bah, ça peut valoir la peine, et ben elle fera un arrêt. Et là, on aura des stratégies différentes. Mais pour moi, c'est pas les pneus qui doivent apporter le spectacle à la Formule 1. Et, euh, et j'aime pas cette idée de devoir contraindre les arrêts. Enfin, c'est que ça donne un côté trop, comment dire, c'est mécanique. Enfin, mécanique dans le sens, t'as les rouages des ficelles du spectacle ou de je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas les mots, mais je suis sûr que t'as compris ce que je veux dire. Mais bon, on passera outre parce que l'an dernier, bah, ça a quand même donné une course un peu différente avec les pilotes qui pouvaient attaquer plus, les pilotes qui pouvaient s'évanouir, tout ça, c'était génial. On a tous adoré. Euh, et euh, L'asphalte, oui. Donc, le pourquoi, c'est parce qu'on est sur on le rappelle, au-delà du fait qu'il va faire 35 000 degrés, on est sur une piste très rapide. Les vitesses de pointe sont stratosphériques, c'est un des circuits les plus rapides de l'année. Avec beaucoup de virages longs et rapides, donc beaucoup de jets latéraux pour les pneus à supporter. Il va y avoir l'asphalte aussi qui est très abrasif, beaucoup de vent, très peu de zones de freinage pour aussi faire refroidir les températures, tout ça. Donc c'est ce sont tous ces facteurs, pardon, qui font que Pirelli préfère prendre des précautions. Et bon, il y a un aspect championnat, tout ça. Si Norris marque 2 points de plus que Piastri et Verstappen, il est champion, tout ça. On verra quand on y sera. Moi, déjà, j'ai envie de passer le fait qu'il y a un sprint ce week-end, donc déjà, faudra passer outre. Euh, je dis pas de conneries, il y a bien il y a bien un sprint. C'est ça, sprint à 15 heures heure française et 17 heures pour la course. Voilà, ça va être... Bon, ça fait qu'il y a 32 points en jeu ce week-end. Non, 33 plus les 25, 57 points à prendre. Donc voilà, il reste pas mal de points. Donc on verra déjà comment ça se passe. Red Bull en grande confiance et je pense qu'ils peuvent attendre beaucoup de choses de ce week-end. Très bon rythme de course et ils sont très en confiance pour ce type de circuit. McLaren, je pense que ils vont être beaucoup plus en confiance aussi. On peut les attendre en forme au Qatar. L'an dernier, ils étaient très forts aussi. On est sur un circuit un peu comme Vegas avec beaucoup de vitesse, mais avec un tracé très plat. Donc, il n'y aura pas ce problème d'usure de la planche. En tout cas, beaucoup moins. Donc, ça va être une lutte probablement serrée. Je pense m'attendre à ce que, je le disais un petit peu pour plaisanter tout à l'heure, mais je pense m'attendre à ce que Piastri puisse être vraiment dans le coup, ou du moins s'en rapprocher. Chez Ferrari, bon, on sait jamais trop à quoi s'attendre, même si encore une fois, ce type de circuit pourrait leur en convenir, mais ça devrait être assez serré avec Mercedes. Antonelli, qui est dans une très grande forme, donc Mercedes sort avec 2 voitures, Ferrari, il y a toujours une des voitures qui est plus incertaine malheureusement. Euh, et dans le peloton, bah, il y a la lutte naturellement
entre Racing Bulls, enfin Williams qui sont dans une ligue qui leur est propre. Williams, c'est toujours un petit peu une inconnue, même eux, ils savent vraiment jamais lesquels circuits vont être bons pour eux ou pas, tout ça. Mais la lutte, elle est derrière avec Racing Bulls, qui, comme je le disais plus tôt, devrait marcher beaucoup mieux. Chez Sauber, ils sont assez pessimistes. Pourtant, l'an dernier, c'était leur seul week-end où ils ont mis des points. Mais bon, après, la voiture a beaucoup changé depuis l'an dernier aussi. Euh, Chez As, Berman est dans une forme incroyable. Euh, c'est peut-être mon chouchou. Depuis l'an dernier, depuis que j'ai vu ses débuts chez Ferrari, de toute façon, voilà, j'ai un truc pour Berman. Euh, alors malheureusement, il est majeur et en tant que YouTuber, bah voilà, je peux pas avoir de trucs bizarres. Ouais, non, je devrais fermer ma gueule. Mais tout ce que je veux dire, c'est que il me plaît beaucoup, ce petit jeune. Je pense que c'est un talent très intéressant. Ocon, qui a eu un milieu de saison très difficile, mais qui depuis quelques courses revient dans le coup depuis que As a retrouvé de la forme. Mais As, je pense qu'ils vont être un peu en difficulté sur ce type de tracé. En tout cas, c'est ce que Komatsu annonce. Aston Martin est un petit peu dans la lutte, mais ils savent pas du tout quoi s'attendre, surtout qu'ils sont pas bons sur ce type de tracé, un peu comme Vegas, les sections rapides. Euh, Alonso, Stroll, bon voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Si, il y a eu cette annonce d'Adrian Newey qui va devenir le directeur sportif, enfin, directeur de l'équipe, pas directeur sportif. Euh, c'est vraiment pas le truc que qui que ce soit s'attendait à voir ou à entendre, je pense. Après, est-ce que la logique est la suivante, à savoir de donner autant de pouvoir que possible à Adrian Newey? Si c'est ça l'idée, et si c'était entre guillemets ça, peut-être le projet aussi qui a convaincu Newey, c'était de savoir, déjà dans un premier temps, tu viens dans l'équipe, tu observes, tu prends tes repères à droite à gauche. On dit, oh, Newey, mais c'est n'importe quoi, il est là pour designer les voitures, il n'est pas là pour diriger l'équipe. On rappelle qu'il est arrivé cette année pour préparer 2026. C'est-à-dire que je pense qu'il a déjà eu un gros regard avec les équipes, et si c'était quelque chose qui était plus ou moins prévu en amont, je me dis que peut-être il a déjà plus ou moins briefé ses équipes techniques sur la direction qu'il fallait prendre, et que peut-être lui donner un regard un petit peu plus distant surtout peut être intéressant. Maintenant, on a toujours Andy Cowell qui sera toujours dans le coin, qui est aussi très compétent. Maintenant, je m'attends pas à voir Adrian Newey aller faire les conférences de presse et représenter l'équipe. Là, j'admets que ce serait quelque chose d'assez inattendu. Est-ce que peut-être ce sera toujours Kawal ou quelqu'un d'autre qui ira le faire? Je suis incapable de le prédire. Mais ce qui est certain, c'est que, quoique quand j'y pense, c'est vrai que ces derniers mois, on le voit plus que jamais hein, en interview. Il est un petit peu plus présent qu'habituellement, parce que c'est vrai que Newey, ça a toujours été quelqu'un d'un petit peu plus réservé dans son coin, qui veut pas trop d'attention médiatique. Donc on verra. S'il sera toujours là, peut-être qu'il va officier un petit peu plus dans l'ombre, entre guillemets. Euh, oh non, ça c'est j'ai toutes mes notes là, c'est dans ça. Même si voilà, j'ai pas de grosses attentes, je suis juste surpris, et je pense que tout le monde est surpris. Maintenant, faut rappeler, Adrien Newey, c'est probablement le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1. Meilleur, tout ça, c'est débattable parce qu'il y a eu tant et tant de génies à travers l'histoire. Naturellement, tu peux pas passer à côté des Colin Chapman, des Gordon Murray, euh, Forghieri, enfin, et encore, bon, peut-être pas Forghieri, mais voilà, il y a eu des très très grands noms. Euh, John Barnard, enfin voilà. Oui, c'est la Formule 1. Chapman, c'est Lotus. Murray, c'est Brabham. Barnard, McLaren. Ferrari un petit peu, mais voilà. Newey, ça a été... Bon, il a commencé, je sais plus, c'était avec March ou Leyton House, je sais plus avec qui il commence, mais c'est avec Williams, McLaren, Red Bull. Il a des airs de domination sous la ceinture, Newey. On pourrait, dans l'ère moderne, le comparer à Ross Brawn, mais Ross Brawn était plus un stratégiste qu'un concepteur.
là où Newey a surtout été concepteur et ingénieur technique, donc très spécialisé dans les réglages, très à l'écoute des pilotes. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant à avoir à la tête d'une équipe. Surtout, on est dans une ère où de plus en plus de techniciens deviennent directeurs d'équipe. Hein, Stella chez McLaren, Vasseur chez Ferrari, et on peut les nommer. C'est maintenant les directeurs d'équipe sont des techniciens. Avant, c'était des managers à la Toto Wolff, à la Christian Horner, tu vois, les Jean Todt, tout ça. C'était des gars qui avaient une vision. Maintenant, ce sont des techniciens qui dirigent les équipes. Donc, avoir Newey en directeur team principal, il n'y a pas d'équivalent vraiment, enfin, de site directeur d'équipe. C'est intéressant. Je reste curieux. Et je vais terminer là-dessus. Alpine, voilà, il y a rien à dire. Si, il y a un petit point sera intéressant, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Les pilotes qui demandent. Il y aura apparemment un briefing pilote un peu plus poussé à la demande de Piastri notamment, mais de pas mal de pilotes pour discuter des nombreuses polémiques quant aux incidents de course. Par exemple, Piastri comprend pas pourquoi il a été pénalisé au Brésil et Lawson n'a pas été pénalisé ce week-end. C'est une question légitime. C'est une question légitime. Maintenant, vous savez ce que j'en pense. L'ADEME se fout sur la gueule. Les incidents, ça arrive. Faut pas toujours chercher à pénaliser quelqu'un. Mais ce serait bien que ces fameuses, comment ils appellent ça, racing guidelines, soient un petit peu revues, entre guillemets. Bon, allez, je vais m'en arrêter là. Je pense que j'ai bien blablaté. Des bisous à tous. Et on se retrouve ce week-end. Il y a de la Formule 1, on en parlera peut-être. Allez, bye bye.